RMC, le grand oral des grandes gueules. Avec le directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS, qui publie le livre grande gueule du moment, Les pompiers pyromanes aux éditions Max Milo, ces experts qui alimentent l'antisémitisme et l'islamophobie. Pascal Boniface, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Parmi ces pompiers pyromanes qui favoriseraient donc l'antisémitisme, vous citez quand même deux juifs, le journaliste Frédéric Aziza et le romancier philosophe Bernard-Henri Lévy. C'est quand même pas un peu gonflé de reprocher à des juifs... Attends, laisse-moi terminer. C'est pas un peu gonflé de dire finalement que deux juifs favorisent l'antisémitisme ? Je pense qu'ils favorisent en tous les cas l'islamophobie par leur mise en cause sans cesse, en confondant ceux qui soutiennent le droit des Palestiniens, en les traitant d'antisémites systématiquement, et surtout en ne voulant pas voir que les musulmans français puissent s'organiser eux-mêmes. Donc je parle de gens qui nourrissent un climat qui me paraît malsain. Non pas que le débat n'existe pas, le débat peut, j'y participe moi-même, mais la façon dont ils prennent les arguments, en déformant systématiquement les arguments de leurs adversaires, en agissant plutôt en douce, en essayant d'empêcher les gens de s'exprimer, en faisant pression pour qu'ils ne puissent pas être édités, en faisant pression pour qu'ils ne puissent pas passer dans certaines émissions. Vous avez des preuves de ça, oui? Bah oui, bien sûr. Enfin, on le sait que BHL intervient sans cesse. Il a considéré que je suis infréquentable. Il essaye de faire le vide autour de moi. Il a mis en cause l'existence de l'IRIS. Moi, je sais ma liberté. Chacun s'exprime quand il veut à l'IRIS. C'est un institut reconnu d'utilité publique qui emploie 25 personnes. Pourquoi l'IRIS devrait être mise en cause? Parce que moi-même, je l'exprime librement. Qui touche des fonds publics, l'IRIS? Oui, qui touche des fonds publics. Bien sûr, on touche des subventions. C'est environ 10% de notre budget. Environ 300 000 euros sur un total de 3 millions. Je vois pas en quoi c'est en cause. Et je pense même que les centres de recherche sur ces questions-là touchent très peu d'argent. Et donc, par ce biais, on voudrait s'attaquer à l'IRIS, en fait? Oui, bien sûr. Là, il y a Frédéric Aziza, depuis maintenant plusieurs semaines, me met systématiquement en cause dans les émissions où il invite des hommes politiques. C'est une sorte de tribunal permanent où les gens arrivent et semblent, pour la plupart d'entre eux, lire un texte comme des otages qui demandent à leurs proches d'être libérés. Alors, Frédéric Aziza, faut expliquer, c'est un journaliste qui travaille sur la chaîne parlementaire, qui est aujourd'hui quand même protégé par deux policiers. Et vous-même, finalement, j'ai l'impression que vous utilisez les mêmes méthodes, puisque quand vous écrivez Frédéric Aziza et Alain Soral sont les deux faces d'une même pièce, c'est quand même un peu gonflé, non? Non, c'est la réalité, Alors que Aziza soit protégé, c'est effectivement à la fois normal et injuste. Justement, le débat doit permettre d'empêcher la violence. Ce qui est dramatique, c'est qu'il y a un climat de violence. Sauf vous pouvez pas dire qu'un journaliste comme Aziza, même si vous n'êtes pas d'accord, notamment sur Israël entre vous, c'est la même chose qu'Alain Soral. Non, c'est pas la même chose, c'est l'autre face. C'est l'autre face de la même pièce. Puisque Alain Soral a attaqué de façon scandaleuse Aziza, avec des arguments purement antisémites. Donc, du coup, Aziza est devenu effectivement intouchable. Mais maintenant, dès qu'on n'est pas d'accord avec Aziza, on est Alain Soral. Si quelqu'un ne se lève pas dans le métro pour lui laisser sa place, c'est Alain Soral. S'il pleut, c'est la cause d'Alain Soral. Et donc, dès qu'on n'est pas d'accord, il vous traite de soralien de façon compulsive. Oui, et moi, j'ai pas envie d'être assimilé à Alain Soral. Mais pourquoi faire un bouquin pour dénoncer Aziza, BHL et les autres, et pas faire un bouquin pour dénoncer Soral, Dieudonné? Soral est dans le bouquin, oui. Et Dieudonné, je lui ai fait un chapitre dans un précédent livre, donc je n'allais pas recommencer le même chapitre sur Dieudonné. Ça fait trop de procès. Monsieur Boniface, est-ce que vous pensez pas que votre stratégie n'est pas la meilleure stratégie? Parce qu'en fait, vous voulez parler de sujets de fond comme l'antisémitisme, l'islamophobie, mais en s'attaquant à des personnes directement, en les citant, notamment, parce qu'en fait, les pompiers pyromanes, c'est la suite du premier livre qui est les intellectuels faussaires. Et là, en fait, on a l'impression que vous voulez régler des comptes personnels. Il y a une perception. Je vous dis les critiques que j'ai lues. Il y a une perception de distributeur de bons et de mauvais points, parce que vous avez écrit aussi les intellectuels intègres. Mais est-ce que, en s'attaquant à des personnes, derrière s'efface en fait le combat pour lequel vous voulez mener contre l'antisémitisme et l'islamophobie et le racisme? Je le mène de plusieurs fronts, mais là je démonte les arguments de ces personnes et je le fais à livre ouvert, en clair, sous ma signature. Je ne fais pas des textes anonymes qui circulent sur le net, qui me mettent en cause comme certains d'entre eux le font. Vous assumez ce que vous écrivez. Et je ne déforme pas leurs propos. Ce sont des citations. Si les citations sont inexactes, qu'on vienne me le dire. Mais je viens également révéler des propos qui ont été tenus dans des endroits où ils pensaient parler entre eux
et des propos qui sont plutôt scandaleux que je révèle. Et donc effectivement, on peut dire que je m'attaque à des personnes, mais j'ai le choix. Je veux dire, quand moi on me pilonne en permanence, je dois rester les bras en croix sans rien faire. Et il y aurait un droit pour certains à m'attaquer de façon systématique, y compris jusqu'à ma famille, y compris jusqu'à mon fils. Et moi je devrais rien dire. Il y a quand même des méthodes qui ne sont pas du tout admissibles et qui pourrissent le débat public. C'est quoi l'histoire par rapport à votre fils? Mon fils a fait un sketch dans une école de commerce et Frédéric Ancel a essayé de saisir la terre entière. Les journalistes, je peux dire, vous êtes dans le lot de ceux qui ont reçu des mails, y compris le mail de l'achat, pour dire attention, Boniface, son fils est antisémite comme lui, etc. La campagne a fait flop, mais là encore, au lieu de m'interpeller publiquement ou de s'en prendre à moi, il s'en prend à mon fils, et deuxièmement, il le fait en loose day, pas par devant. Moi, je dis en face ce que je pense. Donc, si les gens sont pas d'accord, ils peuvent aussi dire qu'ils ne sont pas d'accord avec mes idées, mais au moins le faire à front ouvert. Et l'une des difficultés du débat actuel, c'est qu'il y a beaucoup trop de choses qui se passent derrière la scène, ce qui alimente effectivement à la fois l'antisémitisme et l'islamophobie. Alors, allons dans le fond du sujet, l'islamophobie. C'est un concept que certains rejettent, comme Caroline Forest, et vous parlez d'elle d'ailleurs dans votre livre, en expliquant que c'était un truc qui a été inventé de toutes pièces pour finalement interdire toute critique de l'islam. Or, on a le droit de critiquer l'islam sans être taxé de racisme. On a le droit de critiquer le catholicisme, le judaïsme, les religions d'une manière. Voilà. Mais l'islamophobie, c'est un nouveau mot qui est intervenu, qui est arrivé dans le débat comme ça et qui tue un peu tout débat, je trouve, non? Parce que quand vous attaquez une jeune femme dans la rue parce qu'elle porte un voile, c'est quoi? C'est bien du racisme anti-musulman. Oui, c'est une violence qui doit être condamnée comme telle. Et c'est bien pour appartenance religieuse. Et donc par rapport au terme islamophobie, dont Caroline Forest dit à tort qu'il a été inventé par les ayatollahs et par Khomeini, alors qu'il remonte au début du XIXe siècle par des sociologues français, justement, il faut distinguer, on a bien sûr le droit au blasphème, on a le droit, elle a raison sur ce point, mais quand vous attaquez quelqu'un pour appartenance religieuse, là c'est bien de l'islamophobie. Alors on peut se battre sur les mots, est-ce qu'il faut parler de racisme anti-musulman ou d'islamophobie? Le problème c'est que ce terme est choisi par beaucoup de musulmans et le fait de nier son emploi veut dire vous n'avez pas le droit vous-même de désigner ce dont vous souffrez, c'est nous qui devons désigner ce dont vous souffrez. En tous les cas, peu importe, il y a une réalité qui est le racisme anti-musulman. Et une fois encore, on a le droit de critiquer toutes les religions. C'est une liberté sacrée. On a le droit de critiquer toutes les personnes. Mais lorsqu'il y a des violences physiques à l'égard de quelqu'un parce qu'il y a des signes extérieurs religieux, on est bien dans le racisme anti-musulman, dans l'islamophobie. Excusez-moi, juste, je voudrais revenir sur un point important aussi, notamment peut-être ce qui a déclenché toutes ces polémiques, parce que vous avez écrit un livre qui est ici, est-il permis de critiquer l'État d'Israël? Moi, est-il permis de critiquer Israël, l'État d'Israël. Donc, en fait, moi, je suis arrivé à une conclusion et dans laquelle je parle dans mon livre, en tout cas, en ce qui concerne les relations entre juifs et musulmans, qu'en fait, ce conflit, il est tellement compliqué aujourd'hui qu'il vaudrait mieux ne plus en parler, en fait, ou le mettre de côté. Parce qu'en fait, il est devenu une source de tension, que ce soit au niveau de la communauté musulmane et même de la communauté juive, et que, en fait, ça veut dire il n'y a aucun impact de la France ou même de l'Union européenne sur ce conflit-là, et que la meilleure façon de garder nos rapports sains entre juifs et musulmans en Europe, et en France, de faire de l'autocensure, quoi. Non, c'est-à-dire une sorte de on n'en parle pas, ou éviter ou dépassionner le débat autour de ce conflit. Parce qu'en fait, il est devenu source de tension tellement grave. Ça, moi, je vous le dis, ça veut dire on peut être musulman, avoir une sensibilité pro-palestinienne, et juif et avoir une sensibilité israélienne. C'est tout à fait normal. Ou l'inverse. Mais c'est tout à fait normal. Mais le problème, il y a beaucoup de juifs qui sont dans les associations de solidarité avec la Palestine. Mais aujourd'hui, en fait, il y va aussi de la coexistence pacifique entre 600 000 juifs en France et 6 millions de musulmans. Les deux plus grandes communautés d'Europe. D'accord avec ça? Oui, sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. D'une part, moi, sur le constat, je suis d'accord avec vous. Et j'ai écrit justement un livre l'an dernier, La France malade du conflit israélo-palestinien, parce que je pense que si c'est pas le problème le plus grave qui se pose à la France, c'est le problème qui divise le plus les Français et qui va effectivement à des affrontements entre les personnes. Mais en même temps, je ne pense pas que quand vous n'en parlez pas ouvertement. Le débat, vous pouvez pas interdire le débat. Si vous interdisez le débat sur les ondes publiques, il va aller de façon beaucoup plus malsaine ailleurs et il aura lieu. Et par ailleurs, interdire le débat, il faudrait interdire toute expression là-dessus. Et donc demander, par exemple, à ce que le CRIF ne demande pas une solidarité sans faille avec Israël. Et donc il y a des demandes de solidarité avec Israël. Vous voulez dire quoi? Que certains ont le droit de s'exprimer, pas d'autres. C'est un peu le sens de votre propos. Non, pas du tout. Que ça serait un peu dangereux. Non, ça serait trouver une sorte d'accord non dit ou c'est pas l'interdiction, mais pour avoir des relations d'apporter ce conflit en France. Exactement. Ça veut dire pour avoir des relations plus pacifiques
pacifique. Vous n'allez pas empêcher le débat là-dessus. Pascal Perry. Ce que l'on pourrait dire, c'est parlons-en librement, ouvertement, de façon démocratique, sans forcément traiter d'islamophobes ceux qui critiquent la Palestine, et sans traiter d'antisémites ceux qui critiquent non pas l'existence de l'État d'Israël, mais la politique du gouvernement israélien. Si des gens en arrivaient à cela, ça serait un bon point. Mais les gens dont je parle dans mon livre font exactement l'inverse. Pascal. Oui, vous avez un certain courage de prendre la parole sur ce terrain, Pascal Boniface, parce que tous ceux qui émettent un avis qui n'est pas la doxa, enfin le point de vue communément admis, prennent le risque d'un procès. Moi-même, je vous le cache pas, j'ai pas l'habitude de citer des gens, mais à plusieurs reprises dans ma vie publique, été choqué par l'attitude d'une partie des journalistes que vous évoquez dans ce livre, et je vais être très franc, aller jusqu'au bout, Monsieur Aziza notamment, je mettrai les autres complètement de côté. Monsieur Aziza, donc j'ai vu prendre position sur des questions de politique internationale et en même temps jouer les chevaliers blancs sur une chaîne parlementaire. J'ai trouvé que c'était pas tout à fait déontologique. Bon, en même temps, si vous voulez, je comprends aussi la communauté juive de France. Il se trouve que la semaine dernière, j'étais à l'hôtel de ville de Paris à la remise des prix de concours national de l'histoire la Résistance. J'ai eu le privilège d'écouter Robert Badinter pendant 45 minutes. Et franchement, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont capables de m'émouvoir, mais écouter Robert Badinter parler de ce qu'il a vécu, de sa famille, des siens, de la façon dont il s'est reconstruit, du regard qu'il en a aujourd'hui avec une immense sagesse, m'incite aussi à dire d'une certaine façon que la communauté juive est parfois légitime à dire un certain nombre de choses, même si la double allégeance pose à l'évidence un problème de citoyenneté. Donc je comprends que vous soyez aussi dans une situation un peu inconfortable. Sauf que vous allez plus loin dans le raisonnement dans le livre, Pascal Boniface, et avec un certain nombre de citations, vous dites aujourd'hui qu'il y a peut-être une privation de parole pour une partie de la communauté musulmane dans les médias et dans l'espace médiatique. Et que ça peut alimenter aussi la théorie du complot, la frustration qui mène à la théorie du complot aussi. Alors c'est pour moi le couple Soral-Aziza, effectivement. Soral est interdit d'antenne et en même temps il faut reconnaître, et je le déplore, qu'il a un impact pour une grande partie de l'opinion, justement comme cela. Via les réseaux sociaux. Oui, et on a beaucoup critiqué Éric Nolot pour avoir fait un livre de dialogue et de débat avec lui, sauf que Nolot le démonte ses arguments. Et il vaut mieux démonter les arguments de quelqu'un que donner le sentiment que il sait... Il y a un imam qu'on voit tout le temps, c'est l'imam Chagoulmi. Alors justement Chagoulmi. Oui. Vous le remettez en cause, vous dites c'est pas possible. Il est sorti de nulle part, il ne représente finalement pas grand-chose et il fait tous les plateaux télé. Et quand on veut donner la parole à un imam, on appelle Chagoulmi au grand journal chez Pujadas. Vous allez plus loin que ça, vous dites même qu'il est pour être instrumentalisé, quoi. Complètement. Bah, écoutez, rien ne se fait par hasard. Chagoulmi, on a l'impression pour certains médias qu'il y a une seule mosquée en France, c'est celle de Drancy. Parce que dès qu'il se passe quelque chose, toutes les caméras se précipitent sur la mosquée de Drancy. Et il tient, dans un procès que l'on pourrait qualifier d'approximatif, un discours qui fait honte à beaucoup de musulmans, et surtout, sa fonction, c'est de diaboliser les musulmans qui veulent s'exprimer et d'apporter un soutien à la politique israélienne. Chagoulmi s'exprime beaucoup sur le conflit israélo-palestinien. Il ne semble pas être interdit de cela. Le problème, c'est que, qu'est-ce qui se passe? C'est que les musulmans ne se sentent pas représentés par ce monsieur, qui par ailleurs n'est pas réellement imam, et donc on assigne de l'extérieur à une communauté un représentant dont ils ne se sentent pas. Et pourquoi lui? Parce que il tient, parce qu'ils disent ce qu'on a envie d'entendre. Oui, voilà. C'est ce que vous dites. Bien sûr. Voilà. C'est que effectivement. Et en même temps, il a un message de paix, de réconciliation avec les juifs. Mais si il y a d'autres imams, d'autres représentants de la communauté musulmane qui sont beaucoup plus représentatifs et qui ont le même langage. Ce n'est pas le seul musulman qui tient un message de paix à l'égard des juifs. Sauf que lui, il tient un message de paix à l'égard de l'actuel gouvernement israélien. Et c'est ça qui fait sa différence par rapport aux autres. Et c'est ça qui fait son prix. Alors que sur les réseaux sociaux, j'avais, il y a un an, essayé de regarder quel était son nombre d'abonnés sur Twitter et Facebook. C'était ridicule. Pas une centaine. Ah, ça va, j'ai plus que lui. Bon, ça va. Pour quelqu'un qui passe partout, ça prouve quand même que il ne se sent pas, les gens ne se sentent pas représentés par lui. Et donc, il est normal que chaque communauté puisse choisir librement ses représentants et qu'il n'y a pas cette instrumentalisation. En même temps, si c'est pas Chagoulmi, c'est le recteur de la mosquée de Paris. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème chez les musulmans d'élite représentative qui donne aussi envie un peu de les écouter. On a l'impression que ce sont toujours les mêmes. Mais oui, mais elles existent. Enfin, le nombre de jeunes arabes
arabes, musulmans qui sont ingénieurs, médecins, avocats, qui ont fait des études, qui occupent des places dans les classes moyennes supérieures et à qui on ne donne jamais la parole. Et pourquoi on leur donne pas la parole? Je vous pose la question parce qu'ils posent pas de problème. Pas dans les grandes gueules. En général, je veux dire, beaucoup de médias en fait aiment bien des gens qui sont aux extrêmes. Non, mais en même temps, Pascal, juste pour information, je fais des études de théologie musulmane et j'ai postulé pour devenir imam en prison, aumônier. J'essaye de tenir des positions médianes, donc intelligentes, on va dire. J'espère. Oui, mais donc il y a de plus en plus de gens comme cela, et tant mieux. C'est aussi la réussite finalement. Et donc il faudrait que des gens comme vous aient plus souvent la parole. Là, vous avez la parole ici, c'est fort bien, mais il y a d'autres émissions où des gens comme vous ne sont pas représentés. Allez, une dernière question de Pascal. Non, une remarque. Il faut dire que la représentation musulmane en France est caricaturale. Soit c'est le gouvernement algérien avec la mosquée de Paris, soit c'est les barbus à Marseille, soit c'est cet imam puppet, marionnette qui est sorti de nulle part. Enfin, bon, ça n'existe pas, la représentation de l'islam. C'est vrai qu'il y a un vrai problème là-dessus. Reste avec nous, les pompiers pyromanes, ces experts qui alimentent l'antisémitisme et l'islamophobie. Le livre Grande Gueule est aux éditions Max Milo. À tout de suite sur RMC pour le grand oral des GG. RMC, les grandes gueules. RMC, 10h-13h, Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules avec Pascal Perry, Mohamed Chirani, Didier Giraud. Et pour le grand oral des GG, nous sommes avec Pascal Boniface, le directeur de l'Institut des Relations internationales et stratégiques, l'IRIS, avec ce livre Grande Gueule, les pompiers pyromanes, ces experts qui alimentent l'antisémitisme et l'islamophobie aux éditions Max Milo. Monsieur Giraud, Didier qui a écouté attentivement. Ouais, moi j'ai une question, Monsieur Boniface, autour de ces sujets brûlants qui animent, voire qui enflamment la société et l'avènement des réseaux sociaux. Est-ce qu'on n'est pas prisonnier aujourd'hui des minorités bruyantes par rapport aux majorités silencieuses? Est-ce que l'avènement des réseaux sociaux, c'est pas un accélérateur de ça? Non, je pense qu'avant l'existence des réseaux sociaux, tout le monde se fait pas entendre, et je crois au contraire que les réseaux sociaux permettent à la majorité de se faire entendre, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc, ils corrigent. Vous-même, vous êtes une émission qui est très liée aux réseaux sociaux. Les auditeurs s'expriment, expriment leur accord, leur désaccord, et donc c'est quand même le reflet de quelque chose de plus puissant, parce que tous ces gens-là n'avaient pas accès à l'expression auparavant. Grâce aux réseaux sociaux, chaque citoyen est à la fois un consommateur et un émetteur d'informations. Et je pense que c'est un progrès démocratique dont les médias doivent tenir compte, parce qu'il n'est plus possible de travailler comme avant sans tenir compte de la vie, tout simplement, des gens qui écoutent. Donc il y a un modèle médiatique qui s'effondre pour laisser place à un autre modèle via les réseaux sociaux. Disons que la grande cathédrale où quelqu'un officie et fait du haut en bas, délivre un message à des gens qui sont complètement passifs, ça c'est terminé. Que pensez-vous des propos d'Emmanuel Todd et des écrits d'Emmanuel Todd concernant les grandes manifestations du 11 janvier, ces cathos zombies qui ont manifesté leur haine du musulman dans la rue, c'est ce qu'il écrit. Alors, j'ai pas lu encore son livre, j'ai lu ce qui a été écrit. Je pense qu'il part d'une bonne intuition, mais qu'il tire le trait un peu trop loin, en mettant un peu tout le monde dans le même sac. Certainement qu'il y a des parties de la population qui n'étaient pas représentées, mais dire que les 4 millions de personnes qui étaient dans cette manifestation étaient, disons, anti-musulmans, c'est faux, il y avait des musulmans. Je pense qu'à partir d'une intuition qui est exacte, de jeter un regard un peu plus critique sur le consensualisme qu'il y avait, il tire le trait un peu trop loin, et moi je suis allé à la manif du 11 janvier. Donc vous êtes Charlie? Non, je ne suis pas Charlie, mais je suis à la manif du 11 janvier. Quelle est la différence pour vous? Disons que je n'étais pas d'accord avec la ligne éditoriale de Charlie Hebdo, et évidemment, je suis contre le terrorisme, la violence, et je déplore. Et par ailleurs, j'avais Bernard Marie, c'était mon collègue de Paris 8, j'étais proche de lui, même si et donc, bien sûr, je condamne toutes les violences. Mais, vous voyez aussi, sur ce débat, il y a aussi, en face d'Emmanuel Todd, des gens qui disent, mais, ceux qui ont critiqué Charlie Hebdo à l'époque sont complices des attentats, sont complices du terrorisme. C'est quand même un peu fort de café, et les mêmes qui disent je suis Charlie veulent empêcher ceux qui ne sont pas d'accord avec eux de s'exprimer. C'est quand même hallucinant. Oui, juste pour changer de sujet, parler de l'édition, parce que vous parlez de milieu de l'édition et vous dites c'est un milieu endogame. Si vous voulez voir un arabe ou un noir, il faut venir à l'heure du ménage, pas à celle où on parle de livres. Et en fait, vous parlez de votre premier livre, vous dites que vous avez fait 14 maisons d'édition avant que pour les intellectuels faussaires, et celui-ci aussi, j'ai du mal à l'éditer.
des gens qui disent non, tu comprends, tu attaques VHL, Fourest, on peut pas, on aura des problèmes, etc. Donc liberté, sauf que quand vous opposez à ces gens-là, ils vont pas vous dire vous avez dit ça, je suis contre votre argument et je peux démonter votre argument. Ils vont faire des pressions indirectes pour que vous ne soyez pas édité, pour que vous ne soyez pas invité aux émissions. C'est la France des réseaux, quoi. Oui, et l'endogamie, en fait, la France du des milieu de lobbies, l'édition. non? L'absence de diversité, vous dites ça existe dans les livres, mais ça existe pas en réalité, en fait, dans les maisons d'édition. Non, c'est vrai que le milieu de l'édition, c'est des gens qui ont un certain profil sociologique, politique et qui, effectivement, la diversité n'est pas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut mieux écrire des livres comme Éric Zemmour pour être édité? En tous les cas, personne ne force à les lire. Il a un vrai succès parce que ça correspond à son public. Il a un public. C'est bon. Je veux dire, moi, je suis pas contre le fait que Zemmour s'exprime, mais les éditeurs, moi, je vois que ce que je veux écrire, j'ai beaucoup plus de mal à l'éditer, alors qu'il y a aussi un public. Mais là, par exemple, pour les pompiers pyromanes, quelqu'un de chez Flammarion m'a dit non, on va avoir des pressions sur les auteurs pour qu'ils nous quittent si on publie votre livre. Votre livre devrait bien marcher. Il est bon. On est d'accord avec le fond, mais on ne veut pas que des auteurs s'en aillent parce qu'ils auraient reçu des pressions de l'extérieur pour ne pas être dans la même position. Quelles sont ces pressions de l'extérieur? Je veux dire, est-ce que pour vous, il y a une pression avec un lobby juif qui empêche... Je pose la question directement, parce que dans les grandes villes, c'est ça ou pas? Non, parce que d'une part, c'est des gens c'est plutôt des gens qui, tous ces pompiers pyromanes n'arrêtent pas de s'auto-célébrer entre eux, de dire qu'ils sont courageux, alors qu'en fait, ils suivent le vent. Et donc, ils forment un petit clan dans leur diversité, mais qui protègent leurs intérêts. Ils sont sur le piédestal médiatique et ils n'entendent pas céder la place. Et ils n'entendent pas qu'on vienne remettre en cause leur statut. Donc, c'est plus un clan. C'est pas un lobby, etc. Mais c'est des gens qui sont effectivement, qui ont des moyens de rétorsion et qui agissent pour faire respecter leurs intérêts et qui n'aiment pas trop que l'on vienne mettre en cause leurs analyses. Pourtant, dans le cas de BHL, ça paraît évident, non? Ce qui s'est passé en Libye, pardon de le dire, j'ai déjà eu l'occasion de le dire autour de cette table. Compte tenu de son action en Libye, Bernard-Henri Lévy devrait observer le silence pour l'éternité. C'est-à-dire que une minute de silence éternel. Franchement, il va te répondre que il était pour la chute du régime Kadhafi, il fallait organiser l'après-Kadhafi, ce qu'on n'a pas fait. Mais Pascal Perry, la bonne nouvelle quand même, c'est que plus personne ne lit BHL, plus personne ne voit ses films, et c'est le grand paradoxe. C'est là où on voit aussi. Il est très influent. Il a quand même entraîné la France à intervenir en Libye. Oui, enfin disons que ça a été aussi un habillage. Ça a été un habillage. Sarkozy avait envie d'y aller, et donc pour d'autres raisons, et donc il a accompagné le mouvement. Mais effectivement, il a table ouverte à l'Élysée, quel que soit le président, même si à mon avis il ne les écoute pas. Mais vraiment, là on voit la victoire des réseaux sociaux et de l'opinion qui n'est pas aussi bête que certains le pensent. C'est que lorsque BHL fait un livre ou un film, on a l'impression que c'est Hollywood qui débarque ou que c'est vraiment, il a une promotion vraiment comme un blockbuster. Mais personne va voir ses films, personne n'est allé voir sa pièce de théâtre. Moi, dans les paris sportifs, je me gourre souvent, et là je m'adresse à Pascal Perry, mais j'avais fait le pari lorsque sa pièce était lancée qu'elle ne tiendrait pas longtemps. Et ça a été le cas. Il a rameuté la terre entière, mais personne ne va le voir. Et donc, c'est aussi un problème pour les grandes éditorialistes qui le soutiennent quoi qu'il fasse, parce que les gens l'invitent sans avoir lu son livre, sans avoir lu la pièce. Ils en parlent comme si c'était vraiment l'intellectuel majeur du XXIe siècle. Et les gens ne suivent pas. Ils vendaient auparavant, maintenant ils ne vendent plus. Alors au-delà de ces personnalités qui sont épinglées, vous dites le rapport de la France avec les musulmans, c'est le défi majeur, notamment pour 2017, pour l'élection présidentielle qui arrive. Oui, pour 2017 et pour l'avenir de notre société. L'avenir. Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. Cette relation entre la France et les musulmans, certains, comme aujourd'hui Nicolas Sarkozy, disent il faut que les musulmans, on interdit le voile à l'université, il faut de l'assimilation et plus de l'intégration, ou d'autres, effectivement, vont dire arrêtons de les stigmatiser. Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement que la France et les musulmans, il n'y ait plus cette fracture qu'on constate? D'une part, il faudrait que certains médias arrêtent de faire des unes stigmatisantes uniquement envers cette communauté. Vous parlez de qui? De Marianne? De Marianne, l'Express, Le Point, Valeurs Actuelles. Qui, on peut titrer sur les Arabes, l'histoire des Arabes, sans que ce soit non, mais enfin, vécu force, comme quand même, étant... disons que c'est quand même toujours dans le même sens. Hein. C'est pas, c'est rarement pour les mettre en valeur. Hein. C'est quand même toujours dans le même sens. Et parce que ça marche.
Ça marche aussi bien que le spécial immobilier maintenant. Oui, mais à force, ça va quand même s'user. Du moins, on peut le compter. Oui, mais il y a quand même, Pascal Boniface, une certaine ambiguïté dans l'islam. On y trouve de tout dans ce texte, le Coran. Et les musulmans sont eux-mêmes, et la représentation des musulmans sont eux-mêmes ambigus. Oui, mais au moins l'Église a fait un effort de clarification. Là, on a toujours une espèce d'ambiguïté de la hiérarchie musulmane quand elle existe. Il ne pourra pas y avoir Vatican II. On est en train de constituer un vaste Sunistan au Proche et au Moyen-Orient, qui est un territoire avec un entre pouvoir. J'étais souvent à cette antenne en 2003 pendant la guerre d'Irak. Ceux qui soutenaient la guerre d'Irak devraient un peu se regarder en face aujourd'hui, vu le résultat que ça donnait. Bien sûr. Mais pour revenir à votre question, le défi c'est est-ce qu'on va accepter que des gens puissent être musulmans en étant français? Et donc ça veut dire qu'ils peuvent être français sans avoir à manger du porc ou à boire du vin pour prouver qu'ils sont des beaux français. Ils n'ont pas imposé leurs règles aux autres français, mais on n'a pas non plus à leur empêcher de faire cela. Il y a un danger, c'est la radicalisation d'une partie de cela. Il faut y travailler pour l'éviter. Mais moi, je vois aussi, pour revenir au début de la conversation, c'est que un travail énorme a été fait. Et quand j'entends des musulmans dire on est discriminé, etc., je dis oui, vous avez moins d'espace que d'autres, mais en même temps, regardez tout le chemin qui a été fait. Et ne baissez pas les bras, parce que il y a quand même des progrès qui ont été faits. Est-ce que c'est pas Boniface aujourd'hui, bon, je vous parle en tant que musulman, que la majorité des leaders ou beaucoup de responsables associatifs sont plus engagés dans la lutte contre l'islamophobie que dans la lutte contre la radicalisation. Alors que il faut mener les combats. Oui, mais en fait, ce sont les enjeux de la même pièce. Les plus dangereux pour l'instant, ce sont quand même les radicaux. C'est-à-dire, je considère que les plus grands islamophobes que la France a connus ces dernières années, c'est Mera, Kouachi, Koulibaly, Nemouche, et que aujourd'hui, s'il y a une priorité au niveau de la communauté musulmane et des responsables, c'est de lutter contre la radicalisation et de dire clairement, voilà ceux qui représentent le véritable danger, et c'est ça qui nourrit l'islamophobie. Je vous rejoins parfaitement, mais l'ensemble des musulmans français ne sont pas comptables, ne sont pas responsables de Kouachi, de Koulibaly, et on ne peut pas jeter l'opprobre. Lorsque Andrés Breivik tue 80 jeunes à Oslo, tous les chrétiens ne sont pas tenus de dire c'est pas moi, je n'ai rien à voir avec lui, alors que du côté des musulmans, on les ramène toujours à cela. Alors en même temps, il y a aussi, simplement sur ça, il y a quand même aussi tous ces jeunes qui partent vers le djihad. Ça inquiète beaucoup les Français de voir que des jeunes, d'ailleurs parfois ce sont des convertis, partent se battre aux côtés de l'État islamique, donc dans une sorte de rejet des valeurs occidentales. Effectivement, et il y a environ 110 jeunes Français qui ont été tués en Syrie depuis le début de la guerre. Il y en a en Irak, et ça vient et effectivement, ce foyer terroriste est extrêmement inquiétant, et on voit bien là qu'il n'y a plus de frontières. Et incompréhensible, parce que ce sont des jeunes qui ont connu que la France, qui sont nés, qui ont été à l'école, on comprend pas bien pourquoi tout d'un coup. Des Français de souche. Mais bien sûr, pourquoi tout d'un coup ils s'identifient à cette cause qui est aujourd'hui barbare, et plus personne ne peut croire que ce que fait l'État islamique est quelque chose de formidable. D'après ceux qui enquêtent là-dessus, ils ont tous des profils psychologiques différents, et il n'y a pas une matrice commune, et c'est vraiment autant de parcours individuels nourris effectivement par des choses très déviantes. Avant de passer au GG Tweet avec vous, Pascal Boniface, Nicolas Sarkozy en son temps a créé le CFCM, le Conseil français du culte musulman. On voit que Manuel Valls et François Hollande veulent s'y atteler aussi. Est-ce que les responsables politiques ont raison de vouloir créer un islam de France avec une structure pyramidale comme ça peut exister pour les catholiques? C'est toujours un peu curieux de voir que l'État veut veut s'occuper de l'organisation d'une communauté tout en demandant la laïcité, etc. Donc il y a une sorte d'injonction contradictoire. Qui s'occupe du chômage, ce serait déjà bien. Oui, on peut pas défendre la loi 1905 à corps et à cri et puis dire on va organiser votre religion. Souvent on ne la défend pas, on la déforme et on lui fait dire ce qui n'est pas dit dans cette loi. Par exemple, je veux dire, tous les débats sur le voile à l'université, je pense que c'est un faux débat. Il y a des organisations musulmanes qui veulent revenir sur la loi de 2004. Je pense que c'est une erreur. Cette loi, même si elle est critiquable, on a atteint un certain point d'équilibre. Mais vouloir interdire le voile à l'université me paraît être un retour en arrière très grand, parce que d'une part, l'université a des franchises et les gens qui vont à l'université sont généralement des majeurs et non pas des mineurs. Et puis il y a toujours le problème, c'est qu'on sait mieux ce qui est bon pour les uns que eux-mêmes. Et dire que toute femme qui porte le voile est forcément soumise à son père, à son mari, sans lui demander son avis à elle, me paraît quand même un peu suspect. On y va pour le GG Tweet avec Pascal Boniface. Des noms de personnalités ou de faits qui font l'actualité, Pascal, voir comment vous réagissez. Si on vous dit Nicolas Sarkozy.
De retour d'Israël. Oui, et effectivement, il a confirmé son parti pris pro-israélien dans ce déplacement. Il était à Ramallah aussi. Oui, pour dire qu'il fallait que la paix arrive par négociation directe entre Israéliens et Palestiniens, et donc, comme disait Léo Ferré, ce sera plutôt dans 10 000 ans que l'an prochain. Michel Platini. Ça serait un très bon président de la FIFA. Il a son passé de joueur et son présent de dirigeant. Il a quand même mené la campagne contre Blatter, même s'il a soutenu initialement, avant même que l'enquête révèle des choses gênantes. Il est provocateur, etc. Mais c'est quand même il fait du bien au football. Didier Deschamps. Je crois qu'il a eu les mots justes. Apparemment, si je lis l'équipe ce matin dans le vestiaire à la mi-temps, c'est un formidable entraîneur. Partout où il est passé, il a tout gagné. Enfin, vraiment, c'est le meilleur choix pour l'équipe de France. Maintenant, il fait avec les joueurs qui sont à sa disposition lorsqu'ils le sont. Les migrants, ceux notamment qui ont été expulsés hier à Paris. Oui, en 75, on a accueilli en une année 170 000 migrants venant d'Asie. Les boat people, ça n'a pas posé de problème. Et là, ça pose problème. Donc, il faudrait peut-être aussi qu'on s'organise, bien sûr, pour arrêter les causes là-bas, mais peut-être en traiter les gens. Il n'y avait pas 5 millions de chômeurs, la croissance était là, et la France était. Et puis, c'était un autre contexte. Et tout simplement, c'était aussi un autre contexte géopolitique. Et c'est là où on voit qu'il y a les principes et il y a aussi l'utilisation des principes. Vladimir Poutine. Rude gars, et là effectivement la situation en Ukraine est compliquée, mais je pense qu'elle est compliquée des deux côtés parce que Poutine a effectivement des torts, son autoritarisme est gênant, il devrait faire attention à ce qui se passe parce que Erdogan, qui a une dérive autoritaire, en a payé le prix. Poutine est un peu protégé par un climat international mauvais, ce qui fait que les Russes se regroupent autour de lui, mais il pourra pas éternellement faire cela, sauf qu'il n'est pas tellement aidé par les Ukrainiens, et la nomination de l'ancien président géorgien comme gouverneur d'Odessa est quand même une pure provocation de leur part. Merci Pascal Boniface. Les pompiers pyromanes, ces experts qui alimentent l'antisémitisme et l'islamophobie. Le livre est aux éditions Max Milo. Merci d'avoir passé le grand oral des GG.